d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Un moment de nostalgie, eh bien un bon moment en votre compagnie. On l'espère bien que le menu d'aujourd'hui va vous plaire et il répondra à vos attentes. Chers amis téléspectateurs, bonjour et on est très heureux de vous retrouver comme à chaque jeudi. Eh bien, en cette matinée au programme, eh bien, on commencera toujours avec notre rubrique juridique avec Sabar Jamila. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. Il sera question de parler d'eux? Alors, du curatelle, Oui. de l'interdiction et de l'absent et du disparu. Ah, d'accord. Voilà, C'est ce qu'on aura. tout à fait. Très bien. Et bien sûr, on continue avec, bien sûr, la nutrition et le rééquilibrage alimentaire avec Dr Jamel Bouklia Hassan, médecin nutritionniste ici à Oran. Et bien sûr, on parlera de cinéma avec l'Université d'Oran de Belgaïd. Et on finira, bien non. On ne finit pas encore puisqu'on va recevoir et on va partager le plateau avec un jeune écrivain, journaliste. Eh bien, c'est Monsieur El Kébir Akram qui sera présent avec nous, qui nous présentera ses 3 ouvrages. Et bien sûr, on finira avec, Nouha Houda, Nouha Wefa Haddawi, épouse Messaoudi. Alors elle est architecte d'intérieur. Aujourd'hui, il sera question de parler des erreurs qu'on fait chez nous. Eh bien oui, on en fait plein d'erreurs, hein? En matière de décoration. En matière de décoration, oui. Tout à fait. Et bien sûr, avant de vous présenter notre artiste, qu'on va apprécier, une très très belle chanson interprétée par un artiste de la chanson oranaise, eh bien un hommage et une pensée à cet artiste, un des maîtres de la chanson oranaise qui a contribué à promouvoir l'authentique chant oranais, wahrani en particulier. Eh bien, vous entendez sa voix? C'est Abdelkader Chérigui, on se retrouve juste après. وهرن وهرن عز شبابي ورزايا وهرن وهرن يا نور عيني وهوايا وهرن وهرن عز شبابي ورجايا وهرن وهرن يا نور عيني وهوايا هكذا نبغي وشحال نبغي هكذا نبغي وهكذا نبغي هكذا نبغيك وهرنا هكذا نبغي هكذا نبغي هكذا نبغي هكذا نبغيك وهرنا هكذا نبغي وهرن وهرن عز شبابي ورجايا وهرن وهرن يا نور عيني وهوايا وهرن وهرن عز شبابي ورجايا وهرن وهرن يا نور عيني وهوايا شحال نبغيها شحال نبغيها سيدي الهواري سيدي بلال عليكم نغني سيدي الهواري سيدي بلال عليكم نغني وهرن وهرن عز شبابي ورجايا وهرن وهرن يا نور عيني وهوايا شحال نبغيها شحال نبغيها الليل 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 يا الليل
الليل طوال عليا وغرق ببحور قوية الليل 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 يا الليل الليل طوال عليا وغرق ببحور قوية ناديت عليك يما كيف نوصل ليك ناديت عليك يما كيف نوصل ليك وانتي يا الحنة راني نفكر فيك الليل 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 يا الليل 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 وهرن وهرن عز شبابي ورجايا وهرن وهرن يا نور عيني وهواي وهرن وهرن عز شبابي ورجايا وهرن وهرن يا نور عيني وهوايا شحال نبغيها شحال نبغيها جينا زيار قصدين الأولية قلبي صافي بالعار نزوروهم بالنية أيوة أيوة جينا زيار قصدين الأولية قاصدين الأولية قلب الصافي بالعار نزورهم بالنية يا نزورهم بالنية سيد الهواري هو سلطان بلاد Sid El Houari, Houa Sultan, Bled Wahran. Eh bien, c'est une très très belle chanson interprétée par feu Abdelkader Cherigui, Rabbi Yerhamou. Il a été quand même un grand artiste, un grand nom de la chanson oranaise qui a toujours contribué à promouvoir la chanson, le chant oranais. Eh bien, sans plus tarder, Maître Sabr, oh là là, Sabr Jamila. Alors aujourd'hui, il sera question de parler de la curatelle. Alors qu'est-ce que la curatelle? Pas seulement de la curatelle, de l'interdiction, de l'absent et des disparus. C'est-à-dire, on va clôturer aujourd'hui le chapitre des représentations légales. Très bien. Voilà, d'accord. donc la curatelle, c'est ce qu'on appelle at-taqdim en arabe. Je donne toujours la traduction en arabe, Oui. parce qu'on est au niveau des tribunaux, c'est en arabe. C'est en arabe, Voilà. très bien. Donc la curatelle, donc c'est toute personne qui n'a pas bénéficié de la tutelle légale ou Oui. testamentaire dont on a parlé la dernière fois. Très bien, donc ça ressemble un petit peu à la tutelle. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Donc un des parents ou le parquet, donc le représentant du ministère public ou un des parents ou toute personne qui a intérêt peut introduire une requête devant le magistrat des affaires familiales. Donc ça touche toujours le code de la famille. Hein. D'accord. Et ça va en pair avec le code civil aussi. Oui. Voilà. Donc il dépose une requête pour demander la curatelle à cette personne. Donc généralement, quand le magistrat décide, et la curatelle généralement, elle est désignée pour les personnes qui ont un problème, qui sont partiellement ou entièrement J'allais incapables. arriver à cette question. Voilà. Quelles sont les personnes susceptibles à mettre sous curatelle? Voilà. Donc, c'est les personnes qui sont partiellement c'est-à-dire une personne normale qui a toutes ses capacités mentales ne peut pas être représentée légalement. Si on demande une représentation légale, qu'elle soit tutelle, légale ou testamentaire, ou curatelle ou interdiction, c'est que cette personne a des problèmes, c'est-à-dire qui touche ses capacités mentales. Elle est dans l'incapacité de prendre voilà. n'importe quelle décision. Voilà, de se prendre en charge non seulement, Effectivement. voilà, et de prendre en charge les autres, et c'est bien aussi de gérer ses biens. Donc c'est ça, c'est la curatelle. Et on voit, il y a aussi l'interdiction. Des fois, on trouve dans le même jugement et la même décision de justice, le magistrat décide de la curatelle et de l'interdiction en même temps. Ouais. Voilà. Donc, bon, c'est pas facile c'est-à-dire de décider que cette personne sera mise sous curatelle. Il y a une procédure à suivre. Le magistrat va mener une petite enquête, ce qu'on appelle at-tahqiq al-qada'i. Donc, il va savoir pourquoi on demande la curatelle pour cette personne. Parce qu'il y a des personnes de mauvaise intention.
Oui. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre, même de son propre sang, hein, qui veulent mettre ces personnes sous curatelle ou en interdiction pour bénéficier de leurs biens, de leur pension, de leur héritage. Effectivement, et tout. Voilà. effectivement. Donc, et l'interdiction, et pour l'interdiction aussi, l'interdiction c'est différent. C'est une personne qui était normale, majeure, qui a mené une vie normale, et du jour au lendemain, elle a eu des problèmes mentaux, neurologiques ou mentaux. Donc, ses capacités mentales se sont réduites ou elle n'arrivait plus à se prendre en charge, voilà, ni à gérer ses biens. Ni de prendre de bonnes décisions. Tout à fait, ni gérer sa famille. Donc, on décide du jour au lendemain de demander l'interdiction. Alors, en demandant l'interdiction, il y a le magistrat désigne un avocat d'office à la personne qui va être soumise à cette représentation légale et en même temps, elle désigne un expert psychiatre et neurologique. Et neurologue plutôt. Un neurologue. Un neurologue. Alors, pour assermenté, bien sûr. C'est certain, mais ils sont experts au niveau des tribunaux. Il y a une liste. Donc, le magistrat va demander une expertise psychiatrique et neurologique pour savoir si vraiment cette personne nécessite c'est-à-dire une interdiction. Ou seulement il y a des personnes de mauvaises intentions. Il y en a énormément. De mauvaises intentions, effectivement. Énormément de demandes d'interdiction. Ah oui, il y en a beaucoup. Du curatelle, des fois c'est les propres enfants. Oui. C'est-à-dire pour s'accaparer de la pension. Quand ils commencent à être matérialistes. Tout à fait, tout à fait. Donc ça va, on perd des fois dans le même jugement, on trouve la curatelle et l'interdiction. Et l'interdiction en même temps. Et c'est-à-dire, on désigne un mandataire qui va gérer les biens et il est contrôlé toujours par le tribunal. Voilà. Donc on peut. Et pour l'interdiction, si la personne reprend, c'est-à-dire elle peut annuler, elle reprend ses capacités mentales, peut annuler l'interdiction. L'interdiction. Le jugement. Ah d'accord. Voilà, peut demander une annulation du jugement de l'interdiction. Très bien. Alors là, maintenant, on va passer aux questions de nos chers amis téléspectateurs qui, à chaque jeudi, nous suivent et ils prêtent attention à ce qu'on leur fait passer. Merci pour votre confiance. Hein, merci à vous. Donc, et là, il y a Aziz de Toulouse, alors qui nous a envoyé un message. Alors, il a dit qu'il faut spécifier la différence, me semble-t-il, ça c'est son message, hein, entre l'absent et le disparu. Alors, quelle est la durée d'absence pour un absent afin qu'on le nomme disparu et pourquoi cette durée exactement? Donc, quelle est la différence entre un disparu et un absent? Très bien. Donc, on revient aux articles. On commence par l'article 109 du Code de la famille. Qu'est-ce que c'est? On commence par l'absent, parce que l'absent peut devenir disparu. Effectivement. Voilà. Donc, l'absent, c'est la personne qui est en vie et qui, du jour au lendemain, on n'a plus de signe de... C'est-à-dire, pourquoi elle a disparu? C'est-à-dire, il y a eu un cas de force majeure. Oui. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on peut prétendre que cette personne est absente? La durée, c'est 1 an. C'est une année. Voilà. D'accord. Le législateur l'a bien défini, c'est 1 année. À partir d'1 année, on peut prétendre aller devant un et demander un jugement d'absent. C'est-à-dire... Alors, attendez. C'est le disparu? Non. Non, c'est l'absent. L'absent, c'est-à-dire il est parti quelque part, il s'est déplacé quelque part, mais il n'a pas donné signe de vie. Il n'a pas pu regagner son domicile. Mais est-ce qu'on sait qu'il est en vie? Oui, on sait qu'il est en vie. Pour ce qu'on appelle, il y a eu des cas de force majeure. Al-Quwa al-Qahira. Et l'absent, c'est le Ra'iba. Voilà, pour que... Alors, donc, il est en vie, mais il est dans l'incapacité de regagner... Mais dans ce cas, Maître Saber, dans ce cas, si l'absent est vivant, et on sait où est-ce qu'il est? Non, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On n'a aucune... On sait qu'il est vivant. D'accord, on n'a aucune nouvelle. Aucune nouvelle. D'accord. Donc, sa famille, sa femme, ses parents peuvent attendre 1 année. Là, ils vont devant un tribunal. Ils demandent un jugement d'absence, ce qu'on appelle hukm bil ghiyab. Mais le jugement de l'absence ne leur donne pas le droit, c'est-à-dire les effets. On va voir les effets juridiques de ce jugement. D'accord. Bah oui, il ne leur donne pas le droit de s'immiscer dans les affaires du disparu. La succession, c'est bien. C'est à travers ce jugement de l'absence, c'est-à-dire le magistrat désigne un mandataire qui va gérer ses biens, ses intérêts et de ses biens, parce que l'absent est toujours responsable de ses enfants et de sa femme. Pendant combien de temps? Pendant 1 année. C'est-à-dire, il est tenu par payer la pension alimentaire de ses enfants et de sa femme. Alors, attendez. Pendant cette année où l'absent
est disparu. Il est absent. Ah d'accord. Il n'est pas encore déclaré disparu. Il est absent. Oui. D'accord. Alors, à quel moment on le déclare disparu? Alors, s'il dépasse une année, il rentre dans la catégorie des disparus. D'accord. Alors, Voilà. Que prévoit le législateur dans le cas où cet absent devient disparu? Donc, dans le cas où il devient disparu, donc la loi change complètement, même les effets juridiques. Hein. Donc, on va aussi devant un tribunal. Alors, le disparu, qu'est-ce qui se passe? Pour demander un jugement déclaratif de la disparition de cette personne. Oui. Donc, il y a un jugement déclaratif de la disparition de cette personne. Il y a un deuxième jugement de la mort de disparu. Et le disparu, ah oui, c'est compliqué. Alors, attendez, à quel moment le disparu est déclaré mort? Alors, il y a deux cas. Alors, d'après mon information, je pense que c'est après 6 années. Non, 4 ans. 4 ans. Ah, 4 ans. 4 ans. D'accord. Alors, et 4 ans, attendez, parce on peut déclarer quelqu'un de disparu après cette période. Et il y a deux cas de figure. Hein, c'est dans des circonstances. Il y a ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles et il y a les circonstances normales. Classiques. Oui. Voilà. Parce que dans les circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire quand il y a un tremblement de terre, Oui. voilà, quand il y a un crash d'avion, ça dépend, il y a des inondations, comme par exemple le tsunami, il y a eu le tremblement de terre. De terre, oui. Voilà, nous on a eu beaucoup en Algérie. Les catastrophes naturelles. Voilà, et on a même, il y a des guerres, il y a des rébellions, on a eu énormément de disparus en Algérie, surtout pendant la décennie noire. Hein. Oui. Voilà, donc il y a eu énormément les cas, les tribunaux travaillent toujours encore sur ces cas-là. Effectivement. Voilà, pendant le tremblement de terre de Boumerdès de 2003 jusqu'à présent, il y a des personnes qui sont... Les inondations de Bab el Oued. Voilà, de Bab el Oued et tout ça. On ne trouve pas les corps. Quand on ne trouve pas les corps, donc on reste 4 ans. Dans les cas, j'ai dit, il y a deux cas de figure. Les cas classiques où il n'y a pas, c'est-à-dire en temps de paix, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle, de guerre ou autre. Et dans le cas où il y a eu ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Oui. الظروف الاستثنائية. Donc, dans le cas de paix, le magistrat déclare après 4 ans le disparu par un jugement, mais il ne déclare pas sa mort. D'accord. Il attend encore. Disparu. Voilà. Et dans le cas où il est déclaré, ils ont un jugement donc ils peuvent, c'est-à-dire sur le plan administratif, succession et tout, et en même temps, il désigne un mandataire pour gérer ses biens. Ah d'accord, pas les parents. Non, ils peuvent être parents, ils peuvent, hein, un mandataire, il peut être n'importe qui. C'est le magistrat qui le désigne. Alors, dans les cas, dans le deuxième cas de figure, quand c'est exceptionnel, il y a des inondations, une catastrophe naturelle, là, c'est 4 ans. Il le désigne. Et il y a un jugement déclaratif du disparu. Ensuite, juste après, il y a un jugement du décès de ces disparus. D'accord. Dans le cas où il revient... Donc, oui, voilà, il refait surface. Voilà, il reparaît. Après les 4 ans. Oui. Il y a des gens qui sont restés 20 ans, ils sont, voilà. Donc, après, dans le cas, comment cette personne, les gens se posent la question quand il y a une succession. La succession, il y a eu le jugement déclaratif de sa disparition, ensuite le jugement de sa mort, ensuite il y a eu un héritage, ils se sont partagés les biens, les parts et tout. Alors, qu'est-ce qui devient Effectivement, dans ce cas... Après, mais je dis bien après le jugement de sa déclaration en tant que mort. Pas déclaratif de disparu. Parce que disparu, ces biens sont conservés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Quand il revient, il récupère ce qui reste en nature. Ce qui reste en nature. Ce qui reste en nature. Mon Dieu, oui. Ou il récupère le montant de ce qui a été vendu. Ah, d'accord. Très bien. Voilà, donc c'est ce que prévoit le législateur. Très bien. Alors, on y va tout de suite à Sultana Taleb, d'ailleurs, qui nous a envoyé un message en arabe. Oui. Donc, هل الوصية تطبق في الجزائر مع العلم أنه لا وصية لوارث؟ Ensuite, elle a dit الغائب والمفقود فعلا هي كثيرة هذه القضايا بالمحاكم خاصة في حالة الإرث. المشكل في حين الحكم بأن الشخص مفقود وقد تم التصرف بتركته لحين عودته. يعني حينما يظهر فجأة ما الحل؟
D'ailleurs, on vient justement de répondre. J'espère que vous étiez en train de nous suivre, Sultana Taleb. Mais la première partie de sa question, je peux y répondre. Oui, allez-y. Donc, elle parle de wasiya. هل الوصية تطبق في الجزائر؟ Bien sûr. مع العلم أنه لا وصية لوارث. Bon, ça, là, il y a une confusion. Hein, voilà. Parce que le wasiya, le testament, c'est général. Donc, le testament, c'est quoi? C'est des aveux de quelqu'un qui se font, c'est-à-dire appliqués après sa mort. Oui. Parce qu'il n'y a pas de wasiya du vivant de la personne qui fait le testament. Hein. C'est après sa mort. Et généralement, elle est faite au niveau d'un notaire. Donc après. Alors, généralement, dans le testament, le wasiya, on trouve les donations. Et là, ça crée des problèmes. Alors, entre est-ce que la donation, est-ce que la donation, elle est reconnue? Est-ce qu'elle est légale? Mais tout à fait, elle est légale. Mais ça dépend dans quel contexte on cadre. fait. C'est-à-dire, on a constaté, moi j'ai des affaires actuellement que je défends, c'est des donations dans le lit de mort. C'est-à-dire, elle est illégale. Ça veut dire parce que que là, cette personne, elle a arnaqué les autres héritiers. Carrément, elle a utilisé, elle a abusé de la faiblesse de ce malade qui est malade, qui est alité. Et Firash al-Maut, la durée, elle est d'1 année. C'est-à-dire, et il faut prouver aussi que cette personne était gravement malade et que cette maladie l'a entraînée vers la mort. Voilà. Donc, la wasiya li walid, ça c'est dans le cas où il y a une succession, une donation qui a été faite par El Moualid, c'est-à-dire celui, un des parents qu'on hérite, qui a fait une donation à un des héritiers. Très bien. Alors que c'est haram, hein, parce que la charia, elle dit que c'est-à-dire celui qu'on hérite, l'un des parents doit être juste et légal avec tous ses enfants. Eh ben oui, voilà. Donc la donation, parce qu'on est sous la charia islamique. Donc quand l'un des parents meurt, il y a la succession et il s'avère que l'un des parents a fait une donation, ce qu'on appelle riba, à l'un des héritiers. Alors non seulement il va avoir sa part de l'héritage, en plus la donation, c'est illégal. Et c'est interdit par la charia aussi. Donc là, on peut demander l'annulation carrément de la donation, c'est-à-dire, et la législation de Goulik, et quand on annule la donation, elle devient wasiya, testament. Très bien. Voilà. C'est-à-dire, et de là, on dit l'expression la wasiya li walid. Voilà. Donc, voilà, on lui annule tout. Ben voilà, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions, chers amis téléspectateurs. Eh bien, on vous contactera prochainement. Le sujet de la semaine prochaine, ça va tourner autour de... Alors, donc on répond... Parce qu'on a justement, effectivement, il y a eu beaucoup de demandes sur la violence en général. En général. Donc, que ce soit conjugale ou à l'extérieur ou contre les enfants, contre les personnes âgées, etc. Donc, on essaiera de répondre à vos questions. Alors, je mettrai un post ce soir sur ma page Facebook, que vous connaissez tous d'ailleurs, et on répondra à vos questions le jeudi prochain avec notre spécialiste juridique, Maître Saber Djamila. Alors tout de suite, sans plus tarder, eh bien, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que Coral, que Bonjour l'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Et sans plus tarder, on vous propose un sujet sur Bouziane El-Qalay. Condamné à mort et finalement exécuté à Périgueux, actuellement le Mohammedia de Qal'a. Né en 1838, Bouziane El-Qalay, considéré comme résistant algérien, condamné à 1 an de prison, s'évada du pénitencier de Bourgenfils où il effectua sa peine en 1863. À partir de 1867, est signalé comme l'auteur de plusieurs attentats contre le colon français. Il acquiert la réputation de véritable chef de résistance à partir de 1872. Bouziane El-Qalay osa défier le pouvoir, prit par la suite le maquis et constitua un groupe de résistance avec son adjoint Djilali Chougrani et attaqueront les fermes des colons acquises dans le cadre de la loi 1863, qualifiée par Bouziane El-Qalay de la loi de la honte. على بوزيان القلي كيكوالي قلبي الرملة كغادوني زوج طيور بوزيان وقدور هو الوادي الوين زقاو ما صابولين اللحية هذيك الصفرة ترملت في الرملة يا
بوزيان القلعي وكيكوالي قلبي ها وتقولي فيها بزاف فيها بزاف. بوزيان القلعي هذا كان باطل كما الامير عبد القادر ولا المقراني ولا الشيخ حداد، ولا كان ينهي على الظلم، وكان ضد القانون تاع 1863 اللي دارته فرنسا، تأميم الأراضي اللي قلعت فرنسا للعرب، الأراضي تاعهم وعطاتهم لبني عمه، هو خرج لها ضد فرنسا، وكان ضد القياد، وكان ينهي على الظلم ويقلع للمرفح ويعطي الفقير، يكرم الفقراء، ويشان طالب إنسان عالم شريف. وفرنسا دايره تاع تيروريست، دايره تاع اورلانوا، دايره قطع الطرق، هذا هي انسان شريف معروف في المنطقه، كاع الناس تحكي عليه مثلا، مشهور مثلا. هذا هو الحكايه تاع بوزيان القلعي. فوتوا الواد الواد زقا وما صاب ولاد، فوتوا الكاف الكاف زقا وما صاب كتاب، قدوا بوزيان. La résistance de Bouziane el-Qal'i est considérée comme la continuité de celle de l'émir Abdelkader. شرطه لبطار تبطر القاطة تتحوف وحذابه قاع وقوف، وحذابه قاع وقوف، والقارط القتالة القارط القتالة قتلتي الرجالة وزي وفتوك في بارق ومدفون. La révolte de Bouziane el-Qal'i gagnera la sympathie auprès de la population, ce qui incitera le gouverneur général à écrire un rapport le 30 décembre 1874 à son ministre pour l'informer de la révolte de Bouziane el-Qal'i et à laquelle avait adhéré la population autochtone. وتوسخت وتبديت وعلى شطب انتصرت وزي بكرة صابوه من الرصاص بورتية وتغني والعربي ما فيكم منيس بالفارس والتجاس يحوشوا لسيد الناس نوضوا له القومان يحوشوا لبوزيان بوزيان القلعي كي غراني في قلبي وليلة بوزيان وكي شايح والبلدان وتقول كيف كيف وزقا ما صاب كتير وتقول الواد وزقا ما صاب ولاد ليلة بوزيان وليلة بوزيان ليلة بوزيان وكي شايح والبلدان. الصيغة تاع من هذه بوزيان القلعي غنتها جدتي الله يرحمها حقل عليها تكون 15 عام هكا اللي توفت. صوروها ديجا؟ صوروها واه تغني هذه الصيغة غناتها في التلفزيون. كيفاش تحافظوا على التراث هذا تاع الجدود تاع كيفاش؟ قعدت تحكي لنا تحكي لنا من جدة لجدة حتى اللي حفظناها وبدينا هكا محافظين على التراث ونغنوها ونتفكروا نغنوها. بوزيان القلعي كيفاش تعرفيه؟ بوزيان القلعي لحسن ما حكات لنا جدتي قالت لنا انسان طيب ورقبه، قالت ما يبغيش الظلم وكان ضد الاستعمار الفرنسي. بوندي احنا ما قالت لنا جدتي ما كاش بوندي، كما يقولوا راجل فحل، كان راجل رقبه ما يبغيش الظلم. La résistance de Bouziane el-Qal'i durera 19 années. Le gouverneur général mobilisa toute une armada de cavaliers. Il ne fut capturé que suite à une dénonciation. Bouziane el-Qal'i fut condamné et guillotiné à Mohammedia, ex-Pérego, près de Mascara, à l'âge de 39 ans, le 26 juillet 1876, à 5 heures du matin. Légendaire et historique, considéré comme le Robin des Bois algérien. القاعدة للأمل نوض النصر حملوك، نوض النصر حملوك، نوض العرب يقبضوك، خلى الفرش مفرش وخلى طير مريش، خلى طعم سقي، خلى البيض منقي، نينا نقار الحجنا وقاربونينا، وقاربونينا ما دار شرا يوم،
لينا شرط الله لا خايف دالو شرط الله دالو شرط الله. Bouziane Qal'ayi, eh bien, il est de Qal'a, c'était un grand maquisard et un grand résistant de la résistance populaire. Et c'était en 1800, dans les années 1870 à 72. Eh bien, sans plus tarder, on rappelle aussi que Coral Peinture est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie. Et là, je suis en compagnie de Madame Hanan Sayad El-Bachir. Alors, elle est enseignante en langues étrangères, département de français, et vous êtes sur le domaine de recherche en littérature et cinéma, sémiologie du texte et de l'image. Et vous êtes aussi sur le projet PHC. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Très bien, merci. Pas trop stressé, ça va? Vous ça va, maîtrisez? non, ça va, c'est parfait. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Dans un premier temps, donc effectivement, voilà, je suis co-responsable d'un projet PHC. Alors parlez-nous un petit peu de ce projet. C'est un programme Uber-Curien de partenariat algéro-français entre l'université d'Oran 2 Mohamed Ben Hamed et l'université de Reims Champagne-Ardennes. Entre le laboratoire de langue, littérature, civilisation et histoire en Afrique de l'université d'Oran 2 Mohamed Ben Hamed et le CEREP, qui est le centre d'études et de recherche sur les emplois et les professionnalisations et dont fait partie le partenaire français professeur Laborderie Pascal, qui est co-responsable du PHC Partie Française. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet. Alors, en fait, c'est un projet de coopération. C'est un projet qui porte sur toutes les formes, je dirais, de médiation iconique, audiovisuelle, filmique, alliant fiction et réalité. Et qui envisage le rapport Nord-Sud. Le projet en lui-même est intitulé « Images, fiction et réalité des rapports Nord-Sud ». Très bien. Donc, il envisage en quelque sorte le rapport Nord-Sud selon 5 axes thématiques. Alors, nous avons les migrations, la question de la migration, et tout ce qui tourne autour de la migration, c'est-à-dire le flux migratoire, la diaspora, quelles sont les causes, la politique migratoire, à travers des supports iconiques, audiovisuels, des films documentaires, des docufictions, la caricature, la bande dessinée, la photographie. Quel que soit le support sur lequel nous travaillons. Alors, nous avons la migration, nous avons l'environnement et le développement durable, nous avons l'esclavagisme et toutes les formes d'asservissement. Qu'est-ce qu'on a également? On a la coopération, les conflits passés, présents, et nous avons même un thème transversal qui porte sur le genre, c'est-à-dire le rapport féminin-masculin. Voilà. Et donc, c'est une coopération, en fait, c'est... Justement, j'allais arriver à dans quel cadre, justement, a été élaboré ce projet? Voilà, ce projet, en fait, la condition sine qua non de ce projet, c'est la co-tutelle. L'université d'Oran 2 Mohamed Ben Hamed encourage justement les co-tutelles et les co-encadrements. Et donc, il y a une étudiante, nous avons lancé un appel à candidature dans un premier temps. Et une étudiante a été retenue, une doctorante. Ah, très bien. Elle est inscrite à Oran 2 sous ma direction et sous la co-direction du collègue français très bien. de l'autre partie française. Partie française, oui. Alors, l'étudiante, elle travaille sur la réception des films dans le cadre des festivals du film arabe d'Oran et le festival de Famek. Ah, très bien, parce que le festival du film arabe, on le connaît très bien. Voilà. D'ailleurs, on en a travaillé chaque édition depuis la création du festival. Donc, et quelle est l'origine justement de ces travaux? Alors, je reviens un petit peu au sujet de l'étudiante. Elle travaille sur la réception, c'est la représentation, un travail sur la représentation de la femme par les publics algériens et français. Ça, c'est son thème de recherche à travers les festivals. Parce que la question de la réception
est une conception qui mérite une attention particulière. Étant donné que nous travaillons beaucoup plus, on ne se limite pas au travail de représentation, mais on est beaucoup plus dans la réception par les publics, de part et d'autre de la Méditerranée. Comment ces films, par exemple, sont reçus et comment la réception varie en fonction du contexte et de l'espace de diffusion. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en considération dans le travail de réception, selon les horizons d'attente, selon le milieu socio-culturel, la culture, etc. Alors, quel est l'objectif justement du projet PHC? Justement, en matière d'interculturalité et d'échange entre le Nord et le Sud, il s'agit justement de mesurer et d'expliquer l'impact de ces objets, on va dire, hybrides, alliant fiction et réalité, et essayer de voir quel est en quelque sorte l'effet généré en matière, je dirais, d'éducation et de formation. Parce que c'est des supports quand même motivants et didactiques. On peut les utiliser à l'école, on peut les utiliser à l'université, etc. Et donc c'est pour ça qu'on incite justement les étudiants et les doctorants à travailler la question de la réception. Et l'une des forces majeures justement de ce projet, c'est qu'en plus de la coopération, il y a le fait qu'on soit rattaché à des laboratoires de renom, disposant d'une grande visibilité scientifique, avec l'université de Strasbourg, de Lorraine, d'Avignon, et avec aussi des directions de revues de renom également, un comité de lecture internationale. Et il y a eu également, Imen, des publications. Et ça, c'est très important pour l'université. Bien sûr. C'est très, très important. Ça donne un gros coup de pouce. Dans le cadre de ce projet de recherche, il y a eu une journée d'études à l'université de Reims Champagne-Ardenne qui porte sur la réception des images, et il y a eu des doctorants d'Oran et des doctorants de France, et cet échange est très très important entre les doctorants. C'est très très important cet échange. On apprend beaucoup de choses, on se remet en question. Exactement. Je reviendrai sur les objectifs et les impacts après, dans un petit moment. Et il y a eu un colloque international qui a été organisé en 2018 également, toujours dans le cadre de ce projet, avec la participation de doctorants de l'Université d'Oran 2 et de l'Université de Reims Champagne-Ardenne et d'autres universités françaises. Et il y a eu surtout 3 publications. Il y a eu dans un premier temps la publication d'un ouvrage intitulé « Coopération et échange interculturel en Méditerranée à travers les images ». D'accord. Ensuite, il y a un ouvrage que je vais recevoir incessamment. Oui. Je vous ferai parvenir un exemplaire pour la télévision. C'est avec un grand plaisir. Il est intitulé « Images et réception croisée entre l'Algérie et la France ». Ça, c'est l'ouvrage qui a été édité aux éditions Sciences et Biens communs au Québec. D'accord. Et le troisième ouvrage, le troisième numéro, c'est une partie que j'ai coordonnée dans le cadre de la revue de l'Université d'Oran 2 et qui est sortie il y a quelques jours incessamment, intitulée « Images et imaginaire entre représentation et réception de part et d'autre de la Méditerranée ». Alors, et quels sont les thèmes du projet? Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le thème, c'est comment tous ces objets audiovisuels iconiques sont reçus, comment on arrive à décoder en fonction des différents contextes la question de, par exemple, la migration, qui est aussi un thème actuel. Bien sûr, d'actualité. Comment les migrants sont représentés, par exemple, à travers les images. Parce que l'image, elle a quand même une charge émotionnelle considérable. Et elle ne peut pas nous laisser indifférents. Elle retient notre attention, elle nous interpelle. C'est un élément de réflexion qui nous incite à des questionnements. Donc, vous êtes vous-même spécialiste de l'image et vous voyez un petit peu l'impact de l'image sur le spectateur. L'image, elle a son importance, elle a son rôle. Et justement, on essaie d'initier nos doctorants à ce genre de pratique, à ce décodage sémantique, parce que l'image peut éventuellement
actuellement offrir des possibilités sémantiques tout à fait particulières. Et c'est la raison pour laquelle ces projets sont importants, parce que c'est un projet qui va nous permettre à nos doctorants, comment vous dire, à d'autres doctorants d'aller dans des investigations plus poussées dans ce domaine. Oui. Hein, ça c'est important. Bien sûr. D'initier justement les doctorants à la lecture de l'image. L'image en tant qui est très importante d'ailleurs. L'image, elle donne quand même, il y a une sémiologie de l'image qui est très très importante en audiovisuel, parce que l'image, elle donne un petit peu le reflet de l'histoire, le reflet du sujet, le reflet de... On peut comprendre un sujet, on peut comprendre aussi un film à travers, ou alors un film documentaire à travers les images. Tout à fait, c'est l'image. Pourquoi on dit que l'image, elle parle d'elle-même? Ne dit-on pas, l'image vaut mieux que 1000 mots. 1000 mots, hein? Effectivement. Et ce qui est important aussi dans le cadre de ce projet, c'est que c'est un projet qui se veut pluridisciplinaire. Effectivement. Puisqu'il touche à la sociologie, il touche aux sciences politiques, oui. Il touche également à la linguistique et à l'analyse du discours, à la sémiologie. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Très bien. Et n'importe quel chercheur pourrait se retrouver et apporter sa réflexion autour de ces sujets-là. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vous emmène avec nous à une petite virée historique, eh bien, à travers le sujet signé Nabi Nouri, alors sur Tiaret Rostemide. Et on se retrouve juste après. Merci bien. مؤسسو المدينة إلى اختيار موقع يكون محمي بسلسلة جبلية أو يربط في سفح الجبل كما ورد في المصادر التاريخية، من أجل أن يكون عبارة عن ما يسمى بالتحصين الطبيعي عن طريق التضاريس الطبيعية أو عن طريق ما يسمى بالجبال. تاريخيا
المعطيات التاريخية تتوافق إلى حد بعيد مع المعطيات الميدانية من حيث توزيع المنشآت، وجود المسجد الجامع، وجود المنشآت المدنية التي تحيط به، كذلك بعد ذلك يوجد الأسوار المحيطة بالمدينة كما ذكرنا. لذلك ورد بالمقارنة نجد أنه ورد في المصادر التاريخية الإشارة إلى 4 أبواب كانت تحيط بسور المدينة، اللي هي الأبواب الأربعة: باب الصفا، باب المنازل، باب المطاحن، وباب الأندلس. Les vestiges de pierre et de lettres attestent de civilisations brillantes et en pures, s'empêcher d'identifier Tiaret au Rostémide pour ce qu'a laissé comme trace indélébile ce royaume. هذه المخطوطات عتيقة وقديمة منذ تأسيس الزاوية نهاية القرن ال17 إلى القرن ال18. مصدرها كانت متواجدة بزاوية سيدي عدة ببلدية سيد الحسني، وكذلك نجد مخطوطات أخرى عند العائلة الشيخ سيدي عدة، خاصة العائلة المختارية، الشيخ سيدي محمد المختار. هذا جزء من المخطوطات أخذناه هنا إلى مقر الديوان المحلي للسياحة ببلدية سيد الحسني ولاية تيارت، يحتوي على رسائل وبعض المخطوطات، منها ما هو منسوخ ومنها ما هو مكتوب في اليد، تخصص في القرآن الكريم والعقيدة، ورسائل سواء كانت تدور بين الشيخ وهو المؤسس الروحي للزاوية، تسمى زاوية سيدي عدة، تسمى الشيخ سيدي عدة السند الطريقة الشاذلية. الرسائل كانت إما بين الشيخ والأعلام، خاصة أعلام منطقة الغرب الجزائري، أذكر مستغانم وأذكر منطقة غريس ومنطقة البطحاء شلف إلى غاية منطقة مدية. كذلك هو منطقة أخرى كذلك احتوت على أعلام هي منطقة الألوان شريس. الرسائل هذه منها ما هو في العقيدة والقرآن الكريم وفي الميراث. والشيخ سيدي عدة كان قاضي في دولة الأمير عبد القادر بمنطقة معسكر إلى منطقة تياقدمت ومنطقة البطحاء شلف، وبعد سقوط الزمالة أسس زاويته بواحد الجبل سمى جبل محنون. بعد التأسيس جعل زاويته مقرا للعلم ولطلبة حفظ القرآن الكريم. Cette ville qu'il construisit de toutes pièces allait devenir la capitale très excentrique d'un curieux royaume, un royaume d'avertissement théocratique de toutes ces civilisations et cultures, bien que dévastatrices. Il reste actuellement des vestiges qui certifient l'histoire de Tiaret, faisant de cette ville un site archéologique et touristique de premier ordre. Merci Nabine, oui, vous nous avez fait un sujet magnifique d'ailleurs et tous nos téléspectateurs de Tiaret nous félicitent et ils ont été très contents de découvrir leur ville au temps des Rostémides. Eh bien, merci beaucoup Nabine Noui, qui est notre journaliste de la production de la station régionale d'Oran. Eh bien, sans plus tarder, puisque je partage le plateau avec Akram El Kébir, alors lui, il est journaliste, écrivain. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, en 2002, vous avez été le plus jeune écrivain. Vous aviez à l'époque 17 ans. Oui, à peu de choses près. Très bien. Alors, lors de la sortie de votre premier ouvrage dans un style burlesque, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein? D'accord? Alors, vous avez aussi suivi des études d'information et de communication, spécialité presse écrite. Après avoir fini vos études, vous sortez 3 romans. Alors, Vivement septembre, Au secours Morphée, et le dernier ouvrage, Les fleuves impassibles. Alors, est-ce que vouliez-vous être écrivain dès votre jeune âge? Ou alors c'est quelque chose qui est venu comme ça, par hasard,
Non, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est dès mon jeune âge, mais en tout cas j'étais assez jeune à cette époque-là. J'étais un petit peu séduit. Ce qui m'avait poussé à m'essayer dans l'écriture, c'était non pas la beauté des mots, mais c'était surtout cette capacité, ce pouvoir que pouvait avoir un écrivain de tirer du néant des personnages, de créer toute une histoire à partir de rien. C'est ça qui m'avait le plus plu et qui m'avait poussé à m'essayer dans l'écriture. Alors, quel a été le déclic, on va dire? Quel a été le déclic qui vous a poussé à l'écriture? J'ai pas trop souvenir de ça. J'ai commencé à écrire très jeune, mais bon, c'était pas très sérieux ce que j'écrivais à cette époque-là, bien que à cette époque-là, je pensais que c'était des trucs extraordinaires, alors que pas du tout. Quand on relit maintenant ce que j'avais pu écrire quand j'avais eu 17 ans, 18 ans, des romans comme N'achetez pas ce livre, c'est une grosse arnaque, un recueil de nouvelles qui s'appelle Et si on ne donnait pas de titre à ce livre, histoire d'en rire. À cette époque-là, je pensais que c'était ce qu'on pouvait faire de mieux en matière de livres et de romans humoristiques, alors qu'en fait c'était vraiment très très médiocre carrément. Et depuis j'ai dû faire pas mal de progrès parce que... Vous avez pensé que c'était médiocre? Non, aujourd'hui je pense que c'est médiocre. Ah d'accord, aujourd'hui vous pensez que c'est médiocre. Alors qu'ils ont eu quand même, on va dire, le public a beaucoup aimé vos ouvrages. Je pense qu'ils ont bénéficié de l'indulgence de ce que j'ai pu être à cette époque-là. J'étais très jeune. Oui, justement, vous avez été le plus jeune écrivain, justement, vous aviez à peine 17 ans. Ouais. Voilà. Donc, alors, être écrivain pour vous, est-ce que c'est est-ce que c'est un métier ou une passion? C'est par la force des choses une passion, alors qu'en fait ça devrait être un métier. Mais par la force des choses, on ne peut pas malheureusement se consacrer qu'à ça, alors que normalement, un écrivain doit ne se consacrer qu'à ses œuvres du matin au soir, au fil des semaines, au fil des mois. Mais bon, malheureusement, le marché du livre étant ce qu'il est, non seulement ici en Algérie, mais partout ailleurs dans le monde, il est très très difficile d'en faire un métier. Mais ça aurait été l'idéal. Oui, effectivement. Alors, je vais vous poser une très simple question que vous allez trouver peut-être trop simple pour vous d'ailleurs. Alors, où écrivez-vous? À quel moment? Alors, par exemple, ce dernier roman, Les fleuves impassibles, et même les 3 derniers romans, Les fleuves impassibles, Au secours Morphée et Vivement septembre, je les ai écrits en été. Mais c'était un concours de circonstances qui a voulu ça. Et j'ai pas un horaire précis pour l'écriture, j'essaie d'écrire quand je peux. Généralement, pour ces 3 romans-là, je les avais surtout écrits le matin. Comme c'était en été, il m'était très facile de me lever très tôt. Et donc voilà, je les ai écrits. Très tôt pour vous, c'est quelle heure? Pour ces romans-là, en tout cas pour le dernier, je me souviens parfois où il m'était arrivé de me lever carrément à 5 h du matin pour écrire. Alors que le roman que je suis en train d'écrire maintenant, comme je l'écris en automne et en hiver, il m'est très difficile de me lever à cette heure-là pour l'écrire. Du coup, je m'adonne à une écriture nocturne. Je l'écris surtout le soir. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement des fleuves impassibles? Alors, Les fleuves impassibles, c'est un roman qui parle d'émigration clandestine, mais en fait, pas tant que ça. C'est en 2017, si mes souvenirs sont bons, la ville d'Oran a été reliée à la ville de Ain Turk par un bateau-taxi. Effectivement. Qui faisait la navette entre Oran et la plage des Dunes. Pour dégorger un petit peu la circulation. Et à partir de là, il m'est venu à l'esprit, je me suis dit, tiens, ça serait drôle de raconter une histoire où une bande de Harraga s'emparait de ce bateau-taxi pour le détourner jusqu'en Espagne. Donc ils l'ont fait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est burlesque. Voilà, c'est du burlesque. C'est le thème de ce roman, Les fleuves impassibles. Ah, très bien. Donc, c'est ça qui vous a, on va dire, poussé à écrire cette histoire. Donc, et ça vous a pris combien de temps pour écrire les fleuves impassibles? En fait, au départ, l'idée de départ était d'écrire je me suis dit que cette idée-là, cette intrigue-là, celle du détournement du bateau-taxi pour le mener jusqu'en Espagne, était idéale pour être écrite en forme scénaristique et de le proposer ensuite à une maison de production, à un producteur, à un réalisateur pour en faire soit
un court, un long métrage, une série, enfin n'importe quoi, ça ne s'est jamais fait. J'ai jamais eu le temps ni la patience de m'essayer dans cette écriture-là, l'écriture scénaristique. Et puis après la sortie de Au secours Morphée, je me suis dit, tiens, cette histoire-là, finalement, l'écriture romanesque peut très bien convenir à cette histoire-là. Et du coup, je me suis mis. Mais en fait, ce qui m'avait le plus séduit dans cette histoire, enfin, qui m'avait poussé à l'écrire, c'était de raconter non seulement ces haragas, de les trouver. Il fallait qu'ils soient quand même des gens un petit peu, j'allais dire, farfelus, pour qu'ils aient cette idée un petit peu démente de détourner tout un bateau-taxi. Et puis aussi les faire rencontrer à ceux qui, initialement, étaient dans ce bateau-taxi pour seulement aller à la plage. Et donc cette rencontre de deux mondes, celui des haragas et celui des Algériens, des estivants lambda, pouvait, pour moi, il y avait matière là à écrire toute une kyrielle de blagues, de gags, de situations cocasses, etc. Et du coup, c'est ça qui m'avait vraiment donné l'envie d'écrire cette histoire. Et j'ai écrit cette histoire finalement au pied levé parce que il m'a fallu très peu de temps pour l'écrire. Je l'ai écrit en seulement un été, c'était l'été 2019. Ah, très bien. Et pour que le livre puisse paraître lors du salon du livre qui allait s'en suivre, qui était celui d'octobre-novembre 2019. Ah, très bien, d'accord. Ah, donc vous êtes sur une autre histoire, justement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? En tout cas, cette histoire-là, contrairement à Les Fleuves Impassibles, contrairement à Au secours Morphée, elle a un petit peu tiré profit du confinement parce que du coup, j'ai eu beaucoup plus de temps pour bien la peaufiner, pour bien l'écrire. Oui. Et j'espère qu'elle sera beaucoup mieux écrite que ce livre-là et que les précédents, parce que j'ai ce problème aussi. Au moment de l'écriture, je suis très satisfait, entre guillemets, de ce que j'écris. Je pense que ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il suffit que le livre paraisse, il suffit que quelques mois passent pour que je me rende compte qu'en fait, c'était vraiment pas au point, que ce soit ce livre-là, que ce soit les deux précédents. Et donc voilà, alors que ce roman-là que je suis en ce moment en train d'écrire, bon, en tout cas, il bénéficie de plus de temps. J'ai eu assez de temps. Pour bien l'écrire, pour bien le peaufiner. C'est vrai que c'est aussi un roman qui est plus alambiqué, en tout cas pas compliqué, mais compliqué pour l'écriture que ces deux livres-là. Et ben je me donne le temps qu'il faut pour faire sortir un bon roman. Voilà. Enfin, on essaiera. On n'en doute pas du tout. Alors, moi, je sais, comme on dit, le petit oiseau m'a dit que vous étiez un passionné de cinéma espagnol et italien. Pourquoi cette passion pour ce cinéma-là? Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, surtout le cinéma italien, quoique le cinéma espagnol aussi, notamment les films de Pedro Almodovar, mais j'aime bien le néoréalisme italien, la comédie à l'italienne, cette façon qu'ils ont un petit peu d'aborder la vie de façon un petit peu à la légère, avec des films qui peuvent être à la fois très drôles pour certains, comme ils peuvent être très durs pour d'autres. Et en tout cas qui dépeignent la société telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses tares, avec ses avantages. Je sais pas, je pense à des réalisateurs comme Dino Risi, comme Mario Monicelli, comme Ettore Scola, comme enfin il y en a plein, comme Fellini, comme j'ai dû voir j'ai vu beaucoup de films italiens et c'est franchement, je classe le cinéma italien dans mon panthéon personnel. Effectivement. C'est mon cinéma préféré. Très bien. Alors, bien sûr, Akram écoute de la musique. Quel est le style de musique que vous écoutez? J'ai pas un style bien précis. J'écoute la musique au gré des humeurs, au gré de... Généralement, quand je marche dans la rue, alors ça peut être n'importe quoi. Ça vous arrive de fredonner des chansons? Ouais, comme tout le monde. Georges Brassens? Georges Brassens. Mais Georges Brassens, pour moi, au-delà de la... Pour moi, c'est plus qu'un simple bonhomme qui fait de la chansonnette. C'est surtout un poète. Voilà. C'est surtout un poète. Le style de ses chansons, ses chansons en tout cas, n'ont rien à envier au poème, au plus grand poète, quoi.
Exactement. Donc merci Akram d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir que de partager avec vous ce bon moment de causette, on va dire. Ah bah, c'est très gentil à vous de Eh bien, m'avoir on invité. espère justement de vous recevoir encore une fois dans d'autres circonstances lors de la sortie de votre prochain ouvrage, pourquoi pas. Ah bah, c'est très gentil. Marhaba bik Akram, merci. Merci. Alors le coin, vous aimez le coin? Le coin? Non, pas le coin, c'est le coin qu'on consomme. Ah, le Sfarja. coin, le coin. Non, non, j'aime pas du tout. Ah bon? Ben, moi j'adore hein, en tout cas parce qu'il a un goût quand même dans l'acidulé, dans le sucré. Moi j'aime beaucoup ça. Ah bah. Ben voilà. Eh bien, avant de découvrir les bienfaits du coin, eh bien, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales et maintenant les bienfaits du coin. Cultivé depuis au moins 4000 ans, gourmands, les Grecs le dégustent avec du miel. Mais les Romains, adeptes du sucré salé, en sont également friands, où ils le dégustent en ragoût avec du miel. Le coin, dont l'arbre est le cognacier. Cet arbre ne pousse que sous des climats très chauds. Mais quelle est la saison du coin? Eh bien, la saison du coin est l'automne. Mais il est constitué avec une mince peau verte qui devient jaune lorsque le fruit est mûr. La chair est très parfumée, sèche et ferme. Le coin ne se mange pas cru. Mais quelles sont ses valeurs nutritionnelles, le coin? Le coin contient peu de glucides, entre 6 et 7 grammes pour 100 grammes. Le coin est toujours consommé cuit, en compote ou en gelée. Pratiquement toujours additionné de sucre, ce qui augmente son apport glucidique. Les fibres sont très abondantes dans le coin et possèdent un fort pouvoir gélifiant. On utilise cette propriété pour réaliser des confitures, des gelées ou des pâtes de fruits. Le coin possède une action bénéfique pour les intestins. Mais est-ce que le coin renforce le système immunitaire? Ah, une très bonne question. C'est une source de vitamine C. Mais étant donné qu'on le consomme cuit, la majorité de cette vitamine est détruite par la chaleur. Il contient également des composés phénoliques qui supportent la chaleur et ont des propriétés antioxydantes, indispensables pour la défense immunitaire qui permettent la lutte contre le rhume et la grippe. Le coin est aussi riche en minéraux, en particulier le potassium, essentiel pour le fonctionnement du système nerveux. Ces graines luttent contre les bronchites, constituent un remède naturel de toux et de l'asthme. Mais pas seulement ça, c'est un anti-cholestérol, un anti-cancer et surtout un très bon allié minceur. Ah, mais comment conserve-t-on les coins? Alors, le coin se garde plusieurs semaines dans un endroit frais, aéré ou dans le bac du réfrigérateur. D'accord. Et comment peut-on consommer le coin? Alors, le coin doit toujours être consommé cuit, du fait de la fermeté de sa chair. Souvent apprécié en compote, confiture, en gelée dans des gâteaux, en pâte, miam. Le coin peut également être servi en accompagnement des viandes rôties ou avec un bon muhammar en sucré salé. Eh bien, docteur Djamel Bouklia Hassan, médecin nutritionniste à Oran, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de faire partie du Bonjour d'Algérie d'Oran. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de m'inviter à chaque fois et ça me fait plaisir et j'espère que je réponds aux attentes de vos téléspectateurs. Eh bien si, parce qu'on nous a envoyé pas mal de messages et tout le monde voulait
savoir et connaître un petit peu les dessous du régime hypocalorique. D'ailleurs, c'est notre sujet aujourd'hui. Donc, alors, qu'est-ce que le régime, quel est le principe justement du régime hypocalorique? D'accord. Alors, le principe du régime hypocalorique, c'est le principe de base de tous les régimes amaigrissants. Depuis l'épidémie. Perte de poids. Voilà. Depuis l'épidémie de l'obésité, on a vu apparaître énormément de régimes keto, cétogène, jeûne intermittent, toute une série de régimes. Mais la base de tous ces régimes, c'est que c'est des régimes hypocaloriques. Et pourquoi hypocaloriques? C'est qu'il faudrait apporter à l'organisme moins de calories qu'il n'en consomme. Comme ça, on l'oblige à l'épuiser dans ses réserves. Très bien. Et là, perte de poids. Perte de poids. Voilà. Donc c'est ça le principe d'une façon générale d'un régime hypocalorique. Régime hypocalorique. Voilà. Très bien. Alors, et quelle est l'efficacité justement du régime hypocalorique? Alors le régime hypocalorique, son efficacité bien sûr primordiale, c'est la perte de poids. C'est le but recherché. Mais il faut savoir que il faudrait que ça soit progressif. Voilà, donc il y a le proverbe qui dit « Celui qui veut maigrir longtemps doit maigrir lentement ». Lentement. Donc il faut éviter tous ces régimes trop restrictifs et entamer un régime dans le temps, dans la durée. Et les bénéfices qu'on peut tirer avec les régimes hypocaloriques, c'est que la personne... On prend un exemple dans le régime hypocalorique, le régime volumétrique. Parce que les autres régimes, on va parler du régime volumétrique. C'est quoi? C'est réduire la densité énergétique de son assiette. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Chaque aliment a sa propre densité énergétique, c'est-à-dire chaque aliment nous apporte un nombre de calories différents les uns des autres. D'accord? Donc si on veut entamer un régime volumétrique, il faudrait que ça soit un régime où on mange beaucoup, sans grossir, et surtout pour perdre du poids et ne pas avoir faim. Pour ne pas ressentir les sensations de la faim, c'est la sensation la plus dangereuse qui pousse les gens après à aller surconsommer. Aller vers n'importe quoi, on ingurge n'importe quoi, on va dire des choses qui nous font grossir encore 2, 3, voire 4 à 5 fois. Tout à fait. Alors à titre d'exemple, si on prend par exemple les brocolis, 100 grammes de brocolis à l'eau, ça va représenter 20 ou 30 calories. 100 grammes de chips, ça va représenter 550 ou 600 calories. Donc pour 100 grammes, on voit la différence de calories très importante. Donc on peut manger même 500 grammes de brocolis, on n'a pas encore atteint les 100 grammes de chips. Donc ça nous rassasie énormément sans nous faire prendre du poids, mais au contraire en nous faisant très bon en plus. Et en plus c'est très bon. Et en plus, c'est très santé, comme on avait parlé des légumes la dernière fois. Voilà. Donc c'est riche en vitamines, minéraux et tous les bienfaits. En potassium, etc. Et tous les bienfaits de tout ça. Très bien. Néanmoins, il faudrait faire attention. Parce que les régimes, par exemple, on prend une personne normale, une femme d'âge moyen, elle a besoin d'environ 1800 à 2000 calories pour une activité physique moyenne. Pour celle-là, donc... si on veut lui faire perdre du poids, il faut aller vers un régime à 1500 calories, par exemple. D'accord. Éviter surtout les régimes trop restrictifs. C'est-à-dire certaines personnes, quand elles entament, surtout quand elles ne sont pas coachées, etc., elles veulent entamer un régime, elles vont faire... Elles font n'importe quoi. N'importe quoi, et c'est des régimes trop restrictifs. Et là, c'est très mauvais. Parce les restrictions, ils risquent d'exploser après. Exactement, c'est ça les dangers de ces régimes. D'accord. Donc il ne faut pas oublier que le corps a besoin d'un certain nombre de calories. Effectivement. On a en gros quatre les principaux processus, c'est le métabolisme de base. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est les besoins en calories pour que l'organisme puisse fonctionner. La respiration, les battements de cœur, les fonctions rénales, etc. Donc ça, c'est tout à fait... Donc on a besoin de leur apporter suffisamment de calories pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop restrictif. Bon, et aussi, il faudrait rajouter autre chose. Il faut associer à ces régimes toujours une activité physique. Effectivement. Ah d'accord, donc ça va de pair. Ça va de pair. Et l'activité physique, elle n'est pas là pour faire perdre du poids, mais c'est surtout pour avoir une influence. Pour accompagner. Voilà. Et c'est bon pour le moral, je crois. Tout à fait. Non ? Tout à fait, exactement. Voilà. Donc
c'est pour influencer l'épigénétique et la génétique. Donc si on a des gènes, par exemple, de diabète, on évite à ce qu'ils s'expriment trop tôt ou ne pas s'exprimer du tout. Voilà. D'ailleurs, le diabète, c'est le diabète, l'hypertension aussi. Voilà, donc, c'est les maladies contemporaines qui sont dues à la malnutrition. À la malnutrition, tout à fait. À la malnutrition. Eh bien, avant de continuer, justement, alors on vous propose ce spot publicitaire. On se retrouve juste après. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Eh bien, vous l'avez compris que Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral et on revient au rééquilibrage alimentaire. Hein, docteur? Voilà. Alors, donc, je vais parler en 2 mots sur les bénéfices de ces régimes hypovolémiques, hypovolumétriques exactement. C'est que ça va nous donner, souvent, quand on questionne les gens qui suivent ce régime, ils disent qu'on retrouve une bonne humeur, qu'on est très léger, qu'on se sent très en forme, eh ben oui, qu'on a une contents. très bonne qualité de sommeil. Et donc ça, c'est l'influence directe d'une bonne nutrition. Effectivement. Contrairement à ceux qui font par exemple un régime hyper restrictif, et ben là leur métabolisme de base risque de prendre, disons entre guillemets, un coup, peut avoir une fonte musculaire, c'est-à-dire qu'ils vont commencer non seulement à perdre leur gras, mais à perdre leurs muscles. Aussi leurs muscles. Leur fragilité osseuse, ils peuvent être sujets à des fractures, etc. Effectivement, oui, le manque de calcium, ils vont manquer de beaucoup de vitamines qui sont nécessaires justement. Carencées, voilà. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir, on va dire, un menu de rééquilibrage alimentaire? Parce que vous m'aviez dit lors de notre rencontre avant le direct, non, on ne parle pas de régime, on parle de rééquilibrage alimentaire. Oui, alors encore mieux que le rééquilibrage alimentaire, je pourrais même dire la rééducation alimentaire. Effectivement, parce qu'on mange très... Plutôt mal que... Très mal, hein. Voilà, oui, très mal. Voilà. Des fritures le midi, le soir, de la mayonnaise, du ketchup. Etc. Bah oui, voilà, l'association des deux. C'est bonjour les kilos. Hein. Bien sûr. Le chocolat. Tout ça. Bah, le chocolat noir en petite quantité, sans sucre, bien sûr, amer, ça c'est pas mauvais. Hein. Ben voilà, en petite quantité. Voilà. Alors si je vous donne un plan de repas, par exemple, pour une personne d'âge moyen, qui ne devrait pas avoir trop de kilos à perdre, hein, parce qu'il faut savoir que... Entre 10 kilos, peut-être un peu moins, entre 5 et 10 kilos. Au-dessus de 10 kilos, moi je leur conseille d'aller consulter un nutritionniste. pour soit coaché. Un médecin nutritionniste de préférence. Voilà. Parce que lui, il saura quand même les guider. Tout à fait. Il saura les guider. Alors moi, ce que je vous conseille, par exemple, dans un petit déjeuner, alors essayez de commencer toujours vos repas par un grand verre d'eau. Donc déjà, il y a les mécanismes mécaniques de satiété. Ça va distendre un petit peu l'estomac. Alors, pour le petit déjeuner, une petite tranche de pain complet avec une petite cuillère de confiture light. D'accord. Une demi-tasse de céréales complète avec du lait écrémé à 0% de matière grasse. Ah. D'accord. Et alors avec ça, on peut prendre une tasse de café ou un thé, hein, mais sans sucre, bien sûr. Tout ça pour le petit déjeuner? Tout ça pour le petit déjeuner. Alors mon petit déjeuner, c'est un bon café noir, sans rien du tout. J'arrive pas à manger le matin. Voilà, ça c'est une des erreurs à ne pas commettre. Ça veut dire que je commets une grosse erreur. Voilà, c'est de sauter le petit déjeuner ou de le prendre vraiment sur le pouce comme ça très vite. Hein. Ouais. Donc ça c'est la première erreur à ne pas commettre. Toujours suivre ces 3 repas. Petit déjeuner, dîner, éventuellement placer une collation au milieu de l'après-midi. Ah, très bien. Ça, c'est les premiers critères, disons, dans un programme alimentaire sain. Sain, très bien. Et pour le déjeuner? Alors, pour le déjeuner, toujours commencer par de l'eau, hein, donc je vous ai expliqué pourquoi. On va prendre avec ça de la viande maigre.
100 à 150 grammes pour les besoins. Poulet, escalope, par exemple, poisson. Oui, et on préfère laisser le poisson pour le soir, par exemple. D'accord, oui, pour qu'il y ait c'est très toujours léger. Voilà, voilà. Avec ça, alors, du pain complet, toujours 2 petites tranches de pain complet, de la salade, de la laitue, avec de la tomate. De la tomate, par exemple. Une petite mayonnaise, Mayonnaise. Une petite vinaigrette, voilà. Très bien. Une petite vinaigrette faible avec de l'huile d'olive, c'est une huile santé. Et on accompagne ça avec un fruit de saison ou une petite pomme. Hein. Très bien. Bien sûr, éviter les fruits trop sucrés. Trop sucrés. Hein, voilà. Tels que dattes et ainsi de suite. Voilà, moi je leur déconseille dattes, bananes, raisins, les figues aussi. Ah bon, c'est plus la saison, mais ça, voilà. Très bien, dans l'après-midi, alors, bon, nous on a l'habitude, la tradition de prendre du café au lait ou du thé, donc bien sûr, ils peuvent prendre un café au lait écrémé, toujours, et sans sucre. Ils peuvent accompagner ça avec un petit biscuit type kak tlemcen, ce qu'on appelle ça. Il n'est pas trop sucré. Pas du tout, voilà. Oui, pas du tout. C'est pour ça. Sinon, ils peuvent prendre une petite poignée d'amandes ou de noix séchées, hein, pour les oméga, etc. Hein. Très bien, oui. Alors, en dîner, toujours de l'eau, 160 grammes de poisson gras, hein, d'accord, aussi. Donc, avec le poisson, donc on va prendre ou de la pomme de terre au four, ou bien 30 à 50 grammes de pâte. Pâte complète, hein, d'accord. Complète, oui, de préférence. On associe à tout ça des haricots verts pour les légumes, des carottes, et même quelques haricots rouges. Moi, j'adore les carottes. Voilà, c'est très bon. J'adore les carottes. Mais évitez de les faire cuire. Hein. Effectivement, prenez cru. Ça serait bien. Oui, voilà. Avec un peu d'ail, justement, et juste un filet d'huile d'olive. Ah, ça, j'adore. C'est très bon, c'est très bon. C'est très bon, oui. Voilà. Alors, et le soir, au coucher ou dans la soirée, une petite tisane, ça serait bien aussi. Oui, voilà. Oui. Un petit, ou alors de la menthe en infusion. Voilà aussi, oui, c'est de la menthe. C'est très bon. Voilà, c'est très bon mais pour la santé. toujours sans sucre. Hein. C'est-à-dire, moi, bah oui, c'est sans sucre. Ah bah voilà. oui. Bah même pour les personnes en poids normal, évitez d'utiliser au maximum le sucre blanc raffiné. Effectivement. Il y a des addictions et ce n'est pas ce qu'il y a de bon pour la santé. Très bien. Alors, et quel sera notre sujet de la prochaine fois? Peut-être qu'on parlera des régimes hyperprotéinés. Ah, ça, c'est très intéressant. Voilà, c'est un autre type de régime qui pourrait aussi agir sur l'excès de poids. Très bien. Ah ben, merci docteur, ce fut un plaisir. Le plaisir est partagé. Et sans plus tarder, eh bien, on vous emmène découvrir la diva de la chanson Raï. Eh bien, c'est Cheikh Harimiti dans ce sujet. إذا ولات الحلوة واحدة هي ندير إذا ولات يشدوا مليح القصبة تشي إذا ولات تاع سلامار تاع صديق شغل ديالك الورص على كلامك جماعة زينة هو هذا Surnommée la mamie du rail, née le 8 mai 1923 à Tessalab, Sidi Blabès. Sadia, connue sous le nom de Rimiti, célèbre musicienne et chanteuse de rail féministe majeure dans l'histoire de la musique au Maghreb et dans le monde arabe. Cheikha Rimiti est l'une des premières femmes à chanter comme les hommes, sur fond de flûte, gasba et le gallal.
Rimiti fut considérée comme la mère spirituelle du rail. Composa plus de 200 chansons constituant un véritable répertoire, tel que La Camel, reprise par Cheb Khaled. مالك جيت فايت عن طاكسيات هكا عجبني لا كمال عمري ما شفتها ولكن بقيت انا متاع ورزي وزينه وطبعها هذاك اللي خلوها لا كمال لا كمال Incarna une reine, la grande dame vénérée par tous les chanteurs de la jeune génération. S'installa à Paris en 1978 où elle enregistra plusieurs spectacles jusqu'au festival de Bobigny en 1986. En 1994, enregistra Sidi Mansour Inta Goudemi, son ultime enregistrement. Donna un concert à l'Institut du monde arabe ainsi que dans les grandes capitales mondiales, New York, Paris, Londres, Stockholm, Amsterdam, Genève, Milan, Berlin, Madrid et Le Caire. Obtint le grand prix de disque de l'Académie Charles Cros. Rimiti décède le 15 mai 2006 à l'âge de 83 ans, 2 jours après son concert au Zénith de Paris. On a commencé en beauté, eh bien on va finir en beauté avec le dernier plateau, eh bien ça sera les erreurs qu'on fait chez nous à la maison. Bonjour Nouha Haddaoui, comment allez-vous? Ça va? Très bien, ça va, alhamdoulilah. Alors on commence par une vidéo. Oui. Très bien. On y va? Très bien. Bien, on en fait des erreurs chez nous à la maison. Hein. Alors, quelles sont ces erreurs liées justement à l'aménagement, au style qu'on fait à la maison? La première vidéo, c'était pourquoi? C'était justement pour montrer qu'il y a un point crucial avant d'entamer un projet, c'est l'étude. Si on ne fait pas d'études, on ne fait jamais d'études. On ne sait pas où on va et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. On va dépenser beaucoup d'argent, on va perdre beaucoup de temps. Effectivement. Et on ne va pas forcément avoir un bon résultat. Ouais. Donc, avant carrément de commencer les travaux, il faut faire une étude. On peut le faire soi-même, on peut faire appel à un spécialiste. Un spécialiste, oui. Il faut qu'on sache chez qui on va acheter, quel est notre budget, si on quels fait sont les matériaux qu'on peut utiliser. Voilà, quel style on veut adopter,
quelle est cette image d'intérieur qu'on voudrait avoir, jusqu'à quel point on va aller dans les travaux. On va faire un relooking total, on va changer le revêtement de sol, on va juste faire un petit coup de peinture. Alors là, quand vous m'aviez dit, d'ailleurs, on va juste faire un petit coup de peinture, donc là, c'est qu'il ne faudrait pas que j'oublie un point très important que je voulais justement aborder avec vous, c'est la faïence partout. Oui, d'ailleurs, on va voir une image. On rentre dans les maisons, on trouve la faïence partout. La faïence, là, tout brille. Oui, on peut utiliser zellige dans certains endroits. Effectivement. Chose qui est très, très esthétique. Mais la faïence, c'est quelque chose à déconseiller. C'est carrément une erreur me concernant. C'est une erreur de décoration intérieure qu'on fait ici en Algérie. Donc, arrêtez de faire de la faïence, de mettre de la faïence partout. Pour que les enfants ne salissent pas, il y a d'autres solutions. On peut en parler dans d'autres numéros, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Mais la faïence, il ne faut pas en mettre partout. Il y a aussi la bibliothèque avec la vaisselle. Dans le salon, je vais m'attirer la foudre des téléspectateurs aujourd'hui. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Non, ça c'est vrai. Les napperons partout, donc là, on évite tout ça. Et donc là, pour résumer le premier point qui est qui sont les travaux. Surtout l'histoire du napperon. Hein. Oui, j'aime pas les napperons. Toutes les couleurs. Le beige, le blanc. Surtout le blanc sur la télé. Le marron. Oh là là, oui, ça c'est sur la télé. On critique pas. Non, mais maintenant on l'a fait déjà à la maison. Mais on dit qu'il faut arrêter. Maintenant c'est bon, on sait qu'il ne faut plus faire ça. Alors, pour résumer le premier point qui est lié à l'absence d'études, donc, même si vous le faites vous-même, je conseille nos chers téléspectateurs à au moins se guider dans leurs achats, prendre des mesures au préalable, compter les coûts, ils vont dépenser combien d'argent, sur combien de temps, parce que le facteur temps est très important, on ne lui donne pas son importance. Donc là, c'était pour résumer le premier point. Alors, on passe aux images en off? Oui. Très bien. Alors, les images, s'il vous plaît. Hein, Choukri? Notre script? Voilà. Alors arrêt sur image, s'il vous plaît. Ne changez surtout pas. Alors, pour ne pas se perdre, on va résumer d'abord quels sont les deux autres types d'erreurs qu'on peut avoir. On peut faire des erreurs de style ou des erreurs d'aménagement. Donc là, on parle d'erreur d'aménagement. Pourquoi? Parce qu'il y a sur les deux images, il y a une disproportion. Vous remarquez que la taille de la table est bien plus grande que celle par rapport au canapé et au tapis. Donc là, c'est une erreur. D'accord. Soit elle était très grande, soit elle est trop petite. Alors, on y va pour les prochains. Voilà. Donc là, c'est la faïence. C'est une personne que je salue au passage, celle qui m'a envoyé la photo, parce que je ne voulais pas prendre d'Internet. Donc ça, c'est la faïence, et chose qu'il ne faut pas faire chez soi. Très bien. Évitons de faire ça. Alors, au suivant, la suivante. Voilà. Là, c'est aussi dans la taille de l'ameublement. Oui. On ne choisit pas n'importe comment. Il faut que ça soit. Aussi. Oui. Voilà. Il ne faut pas que ça soit disproportionné. Voilà. Les couleurs, on va en parler plus tard. D'accord. Mais c'est important d'avoir de bonnes proportions. Là, c'est toujours dans les erreurs d'ameublement où il ne faut pas avoir d'espace comme ça où on sent que quelque chose ne va pas. Effectivement. On n'est pas à l'aise à l'intérieur et ce n'est pas quelque chose à faire non plus. Oui. C'est bon? Oui. Voilà. Donc là, c'est une erreur de style. Là, vous remarquez qu'il y a beaucoup de couleurs criardes. Effectivement, oui. Il y a une concurrence visuelle qui vient déranger l'œil. Justement, on va vers le rouge, le jaune, le bleu. C'est des couleurs très fortes, assez dynamiques. On peut en mettre, mais en petites touches. Mais quand c'est mis comme ça, d'un seul coup, les trois ensemble, ça ne donne pas forcément un intérieur agréable. Effectivement. Donc, évitons aussi ce genre de pêle-mêle de couleurs. De couleurs, oui. Alors là, on appelle ça des espaces bariolés. Pourquoi? Parce qu'il y a une surcharge de couleurs et une surcharge de mobilier. C'est ce que j'ai vu, oui. Oui, donc évitons aussi de faire ce genre de remplissage, on va dire. Je connais une personne d'ailleurs ici à Oran où j'ai été pour prendre un petit café chez elle. Et puis
son salon a attiré mon attention, c'est qu'il était chargé, mais chargé de bibelots, de coussins, c'était trop chargé. On se perd, on ne sait pas où donner de la tête, qu'est-ce qu'on va regarder, c'est plus agréable du tout. Exactement, moi j'avais l'impression que j'étais dans un endroit, d'ailleurs je dans le un lui ai bazar. même dit, hein. Voilà, je le lui ai dit, d'ailleurs on me dirait que je suis dans un bazar où on ne sait pas quoi choisir. Il faut vraiment sélectionner ces objets. Qu'est-ce que je veux garder? Quel est le style que je voudrais vraiment adopter chez moi? Oui. Parce que sinon l'espace n'est plus agréable pour l'utilisateur et c'est une problématique dans l'aménagement intérieur. Effectivement, oui, effectivement, parce que nous, d'ailleurs, nous les Algériens, généralement, on ne fait pas appel justement à un spécialiste pour nous aider un petit peu à décorer notre intérieur, à placer, à acheter justement, on va dire, ce qu'on doit acheter pour la maison. Pour nous conseiller, pour nous guider, nous coacher. Puisqu'on va débourser de l'argent, autant le débourser correctement. Exactement, oui. Il n'y a pas d'autres images? Il y a d'autres images? Non, c'est bon. Alors, il y a aussi d'autres images. Bon, on en parle comme ça de façon générale. Il faut aussi qu'on évite qu'il y ait des espaces impersonnels. C'est quoi les espaces impersonnels? Je vais vous juste brièvement décrire comme ça l'espace. Imaginez que vous êtes dans un espace complètement blanc, où il n'y a pas beaucoup de mobilier, et là, on ne se retrouve pas dans cet espace. Il n'y a pas une touche d'habitant, il n'y a pas une touche de vie. Donc, on évite d'espaces impersonnels et froids. Très bien. Les espaces surchargés, c'est à éviter. Les espaces vides aussi, ça dérange l'utilisateur. Donc, on évite aussi les espaces vides. Si on donne quelques solutions rapidement. Oui, rapidement, parce que là, on arrive à la fin. D'accord. Alors, il faut d'abord faire des études. Il faut vraiment équilibrer, harmoniser et oser, mais avec modération. Ah bah oui, parce que si on ose beaucoup... Hein. Si on choisit de le faire soi-même, on choisit la sûreté et les couleurs neutres. Très bien. Pour être dans un confort visuel. Et c'est important aussi de choisir un mobilier adéquat. Ah bah très bien, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Eh bien, quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer une bonne journée et restez toujours sur votre chaîne Canal Algérie avec plein de programmes bien variés. Eh bien, je vous souhaite aussi de passer un bon week-end et je vous donne rendez-vous le jeudi prochain avec d'autres invités, d'autres thématiques.